Donc, نكملوا d'abord avec les titres périodiques, comme vous voyez. Des fois, le même article, on peut trouver plusieurs auteurs. On peut trouver 2 auteurs ou bien plus. Il se peut qu'il y ait 4, 5 auteurs qui écrivent le même livre. Là, comment on va mentionner jusqu'à 3 auteurs, donc on va mentionner leur nom. Par exemple, là, comme vous voyez, c'est un seul auteur. Pour le deuxième exemple, Lassange Benjamin, donc c'est le premier auteur. Raquette Bertrand, c'est le deuxième. Brotto Jean-Marc, c'est le troisième. Lorsque vous trouvez Eol, il y a d'autres auteurs, mais il y en a encore. Il y a 4 ou 5, donc je ne peux pas tous les citer. Des fois, on cite trois auteurs et ensuite on écrit, comme vous voyez, je mets point, virgule et all, et les autres, ou bien je mets juste le premier, Lassange Benjamin, ou bien Lassange B, et je mets point, virgule, all. Donc lorsqu'il s'agit de plus de 3 auteurs, je vais mettre all. Laquelle jusqu'à 1, 2, 3 auteurs, je peux mentionner les noms de au-delà de 3, je vais mettre et all. La même chose, je vais mettre le titre de l'article, qui c'est énergie dépendante transport. Le titre du périodique, c'est la revue scientifique, c'est le Journal of Physics. L'année de publication 2006 et le volume 18. Volume, numéro, parce que même on peut avoir un seul volume avec plusieurs numéros. Et c'est la pagination, c'est entre la page 4581 et la page 4587. En ce qui concerne les articles non périodiques. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, c'est clair. Donc, il faut faire attention pour les notes, les auteurs, l'année de publication, l'ordre d'apparition. C'est très important pour les références. Un autre exemple. Un autre exemple. Maintenant, on va passer aux articles non périodiques. Donc, le cours avec. Voilà, les articles, les documents non périodiques, on a commencé par le livre. Voilà, donc le livre, il faut mentionner le nom, le prénom, l'année de publication, comme c'est écrit là, l'exemple. Un autre cas, deuxième exemple, c'est on va faire référence à un chapitre de livre. Le livre Kamel, mais juste un chapitre. Là, j'ai travaillé sur un chapitre, donc je vais le mentionner. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut écrire dans. Lorsque je trouve dans ou bien in, c'est un chapitre de livre. Avec l'exemple. Chapitre d'ouvrage. Je dois mettre le nom, le prénom, le titre du chapitre. In. Lorsque vous trouvez in, c'est un chapitre d'un livre. Ce n'est pas un livre. C'est une partie d'un livre. Donc, titre de l'ouvrage, tomaison, quel temps, l'édition, le lieu d'édition, l'éditeur commercial. On va prendre le premier exemple. Le nom et le prénom, Falzon, virgule, Pierre.
Vous pouvez mettre le prénom Kamel ou bien juste l'initiale. Par exemple, là, on met P, ensuite point. Le titre du chapitre, là, quand vous voyez, c'est nature, objectif et connaissance de l'ergonomie. Point, in, lorsque vous trouvez in, c'est un chapitre d'ouvrage. Donc, c'est un chapitre de l'ouvrage ou bien un chapitre d'un livre. Le nom تاعو, c'est ergonomie, c'est le titre de l'ouvrage. L'édition ou bien le lieu d'édition. Le lieu d'édition, c'est Paris. L'éditeur commercial, c'est le PUF. L'année de publication 2004 et la pagination 1735. C'est-à-dire entre la page 17 et 35, on peut aussi trouver l'ISBN. Alors, comme pour tout à l'heure, on a vu, on a parlé, lorsqu'il s'agit de documents périodiques, c'était quoi? Est-ce que c'était la même notification? Lorsqu'il s'agit d'un article de revue, un document périodique, on a dit, on parle de ISSN. Lorsqu'il s'agit d'un livre, donc on va parler de ISBN. ISBN, donc c'est International Standards, non, c'est l'ISBN. Donc, c'est le book number, c'est le nombre de série de ce livre. Donc, il ne faut pas confondre. Vous avez le ISSN et l'ISBN. ISBN, c'est pour les livres et pour les articles de revue, c'est ISSN. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. C'est clair? Il n'y a pas de questions? Non, madame. Très bien. Donc, on continue. Voilà, donc c'était l'exemple du chapitre du livre. Maintenant, l'autre exemple, c'est lorsqu'il s'agit d'une thèse ou bien d'un mémoire. On va directement à l'exemple. Voilà, lorsqu'il s'agit de thèse, de mémoire, rapport de stage et support de cours. Pour la thèse, par exemple, là, évidemment, c'est une thèse de doctorat. On va mentionner le nom, le prénom, le titre de la thèse, la discipline. Le nom, le prénom, par exemple, Marielle Daniel. Le titre de la thèse, c'est la programmation fonctionnelle parallèle de l'application Heavy. Donc, la discipline, c'est une thèse de doctorat. Il faut mettre la spécialité automatique informatique ou bien équipement de l'habitat, ainsi de suite. Le lieu de... Donc, bien sûr, il faut mettre c'est quel... par exemple, c'est la faculté de génie civil de Bezoar, Alger. Lieu de la soutenance, c'est l'Institut national des sciences appliquées. L'année de soutenance, 1992, et le nombre de pages. La thèse heavy, 234 pages. C'est pour une thèse de doctorat. Maintenant, pour un mémoire de master, par exemple, on prend le cas on va mettre l'auteur, le titre du mémoire, ou bien ça peut être pour un mémoire de master ou bien pour un rapport de stage. Donc, quand vous voyez, c'est la même, vous allez l'écrire de la même façon, de la même manière. Vous allez mettre l'auteur, voilà, donc le nom et le prénom, le titre du mémoire ou bien le titre du rapport lorsqu'il s'agit d'un rapport de stage. Donc, le titre,
كامل. Ensuite, la spécialité, est-ce que c'est un mémoire de master professionnel ou bien on peut mettre c'est un rapport de stage. Et bien sûr, lorsque c'est un master, donc on va mettre la même chose, le lieu de la soutenance. Donc, c'est Toulouse, établissement de soutenance, université, département, et l'année de soutenance 2008, et bien sûr le nombre de pages. Donc, il faut faire très attention à l'ordre d'apparition, le lieu, l'année, ainsi de suite. Les points, les virgules, l'écriture en italique. Donc, c'est important pour l'élaboration d'une référence bibliographique. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Voilà, on a vu les thèses et mémoires, cours et support de cours. Quelqu'un a un cours. Ah, voilà, pour le support de cours, par exemple, si on vous donne un support de cours, vous avez travaillé sur ce support, évidemment, vous devez le mentionner, comment le faire. Donc, vous avez le nom, le prénom, le titre de l'ouvrage, voilà, le cours, par exemple, éthique et déontologie, le lieu de l'édition, l'établissement, la publication, le nombre de pages. Donc, c'est tout est clair. Normalement, il suffit juste de reprendre et d'aller tout doucement. Surtout, il faut insister sur l'ordre, comme j'ai dit, et la ponctuation. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, lorsque aussi vous allez faire une communication dans un congrès, donc lorsque vous avez participé à un séminaire ou à un congrès ou comme un travail que vous allez présenter, que ce soit c'est une communication, vous allez la présenter oralement ou bien c'est un poster, le travail que vous allez l'étaler sur un poster et vous allez expliquer votre travail, donc c'est pareil. Voilà, donc aussi, vous devez mettre le nom et le prénom, le titre de la communication تاعكم c'est-à-dire le nom et le prénom. Dans une conférence, c'est le nom, prénom, titre de la conférence, date de la conférence, lieu de la conférence, le lieu d'édition, d'éditeur commercial, celui qui a publié, c'est-à-dire la librairie, non, c'est la maison d'édition, l'éditeur commercial, c'est la maison d'édition. L'année de publication et le nombre de pages. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien, merci Amine. Maintenant, ce sont les documents. On va voir maintenant comment faire avec donc la même chose. Vous pouvez comme un site internet, vous avez les références comme vous les avez tirées d'un site internet. C'est très simple pour le site internet. Damon, il faut juste indiquer le lien ou bien l'heure. Par exemple, un exemple concret. S'il s'agit par exemple d'un ouvrage, un livre, vous devez mettre l'auteur, le nom, le prénom, titre de l'ouvrage. Et n'oubliez pas de mettre en ligne, c'est pour dire, il est en ligne, il suffit de cliquer sur le lien, le site. L'édition, le lieu d'édition, l'éditeur commercial, la même chose, l'année de publication, le nombre de pages, le titre de la collection, s'il s'agit d'une collection, le format. Donc, ça dépend, le format, il y a plusieurs formats. Il peut être c'est un format PDF ou la XML, ça dépend.
il est disponible sur, donc vous devez mettre ça, donc disponible sur, deux points, et vous allez mettre l'heure ou bien le lien تاعكم كيما l'exemple هذا vous voyez راكم على بالكم كامل. Il suffit de trouver http هذا deux points double barre معناها c'est un lien, vous pouvez cliquer directement على هذا le lien et vous allez ouvrir la page ou bien le site de là où vous avez tiré votre travail. D'accord? Donc, c'est pareil, que ce soit pour un ouvrage, pour périodique ou bien non périodique. Par exemple, le cas, si vous avez consulté un mémoire ou une thèse de doctorat, support de cours en ligne, c'est pareil, vous devez mettre le titre de la thèse en ligne et qui la thèse là, vous voyez, c'est format PDF. Le lien, l'année de publication, Kamel, consulté, donc vous avez consulté le 21/7. Vous avez consulté le site le jour Hada, par exemple. Voilà, donc c'est la méthode de rédiger vos références bibliographiques, quel que soit leur type, périodique, non périodique, c'est-à-dire des documents, ou bien c'est un site numérique, donc il est détaillé dans les exemples. Alors, avant de passer à autre chose, est-ce que jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. On passe à autre chose? Alors, maintenant, on va aller. Le chapitre 4, on va parler du droit de l'auteur. Puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste, je pense, une seule séance la semaine prochaine. Et ensuite, la semaine d'après, à partir du 28, normalement, vous allez commencer les examens en ligne, vous savez. À partir du 28. Donc, vous avez une... Alors, pour le droit d'auteur, donc, le droit, il est reconnu, il est accordé à un auteur, ou à un compositeur, un éditeur, un distributeur, pour sa publication, pour sa production, pour la vente ou la distribution d'une œuvre littéraire, musicale, artistique. Donc, le droit d'auteur, quel que soit le type ça revient à celui qui l'a créé, c'est-à-dire à son auteur. Pour ne pas vous encombrer, directement, je vais passer là, le droit d'auteur confère à son titulaire deux types de droits. Donc, vous avez deux types de droits d'auteur. Le premier type, donc l'une morale, l'autre patrimoniale. Morale, qui permet à son auteur de faire respecter l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à sa divulgation sans son autorisation. L'auteur, on doit respecter son travail et on n'a pas le droit de publier son travail sans l'autorisation. Donc, ça revient toujours au droit de l'auteur. L'autre, le droit patrimonial. Donc, bien sûr, n'importe quel auteur, lorsqu'il fait quelque chose, au moins, il peut la publier. Et bien sûr, lorsqu'il va la publier, donc là, c'est ce qu'on appelle l'exploitation économique. Il va tirer profit de son travail. Par exemple, s'il s'agit d'un livre, donc quelle est une maison d'édition, le livre, il va être une maison d'édition, elle va produire, c'est-à-dire elle va éditorier le livre
Et bien sûr, elle va le vendre ou qu'il y a une partie de la vente, le prix de la vente, ça revient de droit l'auteur. Mais le droit تاعو, il s'achève à 70 ans ou bien après le décès de l'auteur. يعني leur durée de protection s'achève 70 ans après le décès de l'auteur. Yani, par exemple, après 70 ans de son existence, il va tirer profit. Après 70 ans, il y a toujours sa famille, ou je sais pas, les proches terres, où il continue à percevoir le bénéfice de le livre, mais à 70 ans. Une fois il faut 70 ans après le décès, donc c'est un œuvre, il devient un domaine public. Tout le monde peut accéder sans payer. Donc c'est un droit public. Est-ce que vous suivez? Oui, maman. Merci, Amine. Apparemment, vous êtes le seul moment. Maintenant, on va voir donc les types de données sensibles de l'entreprise peuvent relever du droit d'auteur. Les écrits, les dessins, les modèles, les logiciels, les structures. Donc, c'est-à-dire que ce sont يعني c'est-à-dire quelles sont les différentes variantes où l'auteur il a le droit, donc il a donc, il peut exercer son droit en tant qu'auteur. S'il s'agit d'un écrit, s'il s'agit d'un dessin, modèle, de logiciel, on va les voir en détail. Alors, maintenant, on va commencer par le droit d'auteur dans l'environnement numérique. Alors, donc, dès l'arrivée de l'Internet, ce qui a fait bouleverser les modes de consommation des œuvres, mais le droit d'auteur continue de s'appliquer même sur Internet. Protection des créations des logiciels. Donc, ce qui est numérique, par exemple, on va commencer par les logiciels. La protection et la création des logiciels. Donc, le logiciel est constitué d'un ensemble de programmes, de procédés et des règles, et éventuellement de la documentation relative au fonctionnement d'un ensemble de données. Actuellement, on travaille quand même avec le logiciel. Alors, aussi, c'est pareil. Les logiciels, ils sont protégés pendant 70 ans à compter de la date de leur publication. Après, une fois dépassé les 70 ans pour un logiciel, donc ça devient un droit public. Donc maintenant, on va parler de la protection des droits d'auteur, c'est-à-dire les droits d'auteur sur les logiciels qu'ils ont créés. Donc, c'est la même chose, ils vont être protégés au titre de la propriété littéraire et artistique, PLA,
pour comme on a dit tout à l'heure, dans le droit moral et les droits patrimoniaux, pour n'importe quelle propriété intellectuelle, on a les deux droits. Tout ce qui est du droit moral, donc le droit de divulgation est limité en matière de logiciel. Ceci est dû au fait que le logiciel est souvent créé pour un employeur. Celui-ci doit donc pouvoir l'exploiter comme il l'entend. Si quelqu'un il a créé un logiciel, bien sûr, il est maître de ce logiciel, il l'exploite, il l'utilise comme il veut. Alors, personne, là, il y a deux règles qu'il faut respecter. Si le logiciel est modifié en portant atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. L'auteur de ce logiciel, il peut attaquer en justice voilà, ceux qui essaient de modifier le logiciel en portant atteinte à la réputation de l'auteur. Donc, personne n'a le droit de modifier ou bien de toucher le logiciel sans l'autorisation de son auteur. Si un tiers porte atteinte au logiciel, quelle que soit la manière et les conséquences. Donc, la même chose, il y a... Si quelqu'un essaie de porter atteinte au logiciel, il essaie de le modifier ou il va attribuer le logiciel parce que quand vous connaissez le logiciel, il y a toujours le logis 1, le premier jour de leur publication, mais دايما كاين des mises à jour. Comme par exemple, à chaque fois on ajoute quelque chose de nouveau à ce logiciel. On peut pas, donc on peut pas ajouter, même si on trouve un autre outil dans le logiciel, où l'auteur, le principal auteur, celui qui a créé le logiciel, ne l'a pas fait. Je ne peux pas ajouter avec l'outil, le nouveau outil le logiciel sans l'autorisation de son auteur. D'accord? Donc, ça revient, les logiciels, ça revient à leur créateur. C'est leur droit. Maintenant, en ce qui concerne les droits patrimoniaux, pour la reproduction est soumise à une autorisation. Donc, reproduire le logiciel pour le vendre, voilà, il faut l'auteur terme. Donc, c'est son droit patrimonial. Je ne peux pas le faire. Sinon, je serai sanctionné ou bien... donc, c'est du plagiat, ce qu'on va faire. Maintenant, on va voir comment on va protéger les logiciels. Certains éléments internes au programme bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur, à savoir le code source et le code objet. Je ne sais pas laquelle vous êtes, laquelle Abel, comme là, c'est sûr que parmi vous, parce que vous avez travaillé déjà, Abel, comme vous avez fait peut-être la programmation. C'est quoi le code source et le code objet? Le code objet, est-ce qu'on a comme une idée? Le logiciel. Non, c'est avec les lignes de code, donc les deux. Voilà, merci Amine. Donc, presque c'est ça. Juste, il y a deux codes qu'il faut différencier. Il y a ce qu'on appelle le code source et le code objet. Le code source, ce sont c'est-à-dire les règles à suivre pour faire fonctionner les logiciels.
Et le code objet ou bien le code binaire, c'est numérique. Là, on voit les zéros, le 1. J'ai pris sur l'internet donc pour vous faciliter. Donc, c'est le code d'objet. Voilà, c'est le code source. يعني vous trouvez là dans le programme quelles sont les étapes à suivre. Par exemple, si on prend le cas, si on veut programmer une formule, on doit suivre des étapes. Donc, pour pouvoir la programmer, donc ce sont des étapes à suivre pour pouvoir programmer. C'est ce qu'on appelle le code source. Pour ce qui est du code objet, comme vous avez dit, Amy, donc c'est on va trouver le code binaire. Généralement, c'est entre 1 et 0. Donc, c'est une combinaison, c'est un code pour créer, pour chaque logiciel a son propre code binaire et son propre code source. Voilà. Alors, pour la protection de ces logiciels, donc, les éléments d'un logiciel protégé par le droit d'auteur sont le matériel de conception, le programme, bien sûr, le code source et le code d'objet, la documentation utilisée, la page écran, manifestation graphique du logiciel passant par des dessins et des icônes. Comme vous savez, chaque logiciel, par exemple, vous avez travaillé avec l'AutoCAD ou bien avec le SAP, voilà, ça dépend quel logiciel. Chacun d'eux a sa propre page, il y a le graphique, le dessin qui lui est approprié. Donc, aussi, ça revient à l'auteur, c'est sa propriété. D'accord? Maintenant, on va voir comment on peut protéger protection contre la copie de logiciels. Alors, premièrement, protection par le matériel grâce à des clés électroniques. Donc, le logiciel pour lorsqu'on veut installer un logiciel on l'a téléchargé de l'internet, il nous faut une clé pour pouvoir l'installer. Donc, la clé. Donc, avant, c'était lorsqu'il y a un nouveau logiciel, il y a une clé qui n'est pas disponible sur l'Internet. Par exemple, si on veut télécharger AutoCAD, n'importe quelle version, parce que l'AutoCAD a plusieurs années, c'est comme si là, quelque chose de public. Même la clé, on peut la télécharger, fait que le dossier est au camel, on va trouver le tutoriel, la clé, numéro de série et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la clé, c'est pour protéger le logiciel. Deuxième moyen de protection, c'est l'installation de logiciels en employant des méthodes qui rendent toute copie locale impossible. Par exemple, en appliquant une technique de modification de tranche de disque dur, laquelle permet de signaler une tranche déterminée comme étant défectueuse. Même pour l'installation, c'est sûr que si on essaie des fois de télécharger le logiciel, mais il ne fonctionne pas. Ça y est, c'est bon, il est téléchargé. On a essayé on a installé, mais il ne fonctionne pas. Voilà, des fois, il s'ouvre, mais il ne donne pas la main sur plusieurs fonctionnalités. Alors, parce que le logiciel, il est protégé. Donc, on a essayé de jouer sur son disque dur. Donc, son propriétaire, il a fait exprès pour le protéger. Donc, c'est son droit. Le troisième moyen de protection,
c'est la détection du profil de l'équipement du logiciel et des habitudes d'utilisation de son propriétaire peut être elle aussi un moyen de déterminer si le logiciel est en train d'être copié ou d'être utilisé par son propriétaire légitime. Lorsque on utilise le logiciel, puisque il est numérique, on est en train de travailler. Lorsque je suis une débutante, je vais utiliser que quelques outils parce que je ne le maîtrise pas. Je vais utiliser les outils de dessin, par exemple, pour l'AutoCAD ou bien pour le SAP, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un de professionnel ou bien de connaisseur, sa méthode d'utilisation, sa manière d'utilisation de ce logiciel va être différente. Parce que il va aller, il va beaucoup plus manipuler, a de la facilité. Les tâches qu'on est en train de faire, elles sont suivies sur l'internet. اي حاجه تعملها في الانترنت il faut donc on le fait quelque part elle est suivie donc ils sont en train de suivre notre méthode de travail sur ce logiciel. Est-ce que vous arrivez à suivre? Pas de réponse. نرجع. Donc, ce sont les trois moyens pour protéger le logiciel contre la copie. Alors, maintenant, on va parler de la base de données, la protection et la création d'une base de données. La base de données, quand on a donc beaucoup, c'est un recueil d'œuvres, de données, où on fait plusieurs éléments, des éléments qui sont, par exemple, on peut avoir des répertoires d'adresses, des dictionnaires, ainsi de suite, des sites internet, des données de tout genre. Donc, c'est une base de données. Alors, pour protéger cette base de données, on a premièrement le contour de la protection. Avant ça, donc, le droit des producteurs de bases de données protège le contenu de la base de données dès sa création. Le droit au producteur protège la base de données pendant 15 ans à compter de l'achèvement de la base de données ou à compter de sa première mise à disposition du public. Si la base fait l'objet d'un nouvel investissement, par exemple pour sa réactualisation, elle est protégée pendant 15 ans à partir de ce nouvel investissement. Je vais créer une base de données. Et la base de données, c'est mon droit, elle me revient pendant une durée de 15 ans. Au-delà, la base, donc elle devient publique. Je n'ai plus le droit sur cette base de données. Maintenant, si par exemple, après 2-3 années, j'ai apporté des modifications sur cette base de données, j'ai apporté des changements les données, donc à partir de cette date-là, donc je vais compter encore 15 ans. Donc, je suis protégée pendant 15 ans. La base que je l'ai mise à jour. Donc, à partir de ce jour-là, oui, j'ai apporté la modification. Je vais compter encore 15 années. Elle me revient de droit. Donc, j'ai toujours le droit pendant 15 années de suite. D'accord? Donc, on va dépasser le contour de protection parce que c'est beaucoup de détails. On va voir là comment on peut protéger. Maintenant, on va parler des protections des données personnelles.
Alors, pour le troisième, c'était la protection de la base de données. Avant cela, on a parlé du données personnelles. Comme vous savez, c'est votre, par exemple, le nom, votre prénom, l'adresse, numéro de téléphone, le lieu et la date de naissance, ainsi de suite. Votre numéro de sécurité sociale, votre carte de paiement, Kamel, ce sont des données personnelles. Pour cela, on a 5 principes pour protéger les données personnelles. Premièrement, donc, ce qu'on appelle, ce sont les principes clés. On va commencer par le principe de finalité. Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que par un usage déterminé et légitime correspondant aux missions de l'établissement responsable du traitement. Tout détournement de finalité est possible de sanction pénale. Il y a par exemple si je veux aller travailler ou je vais déposer mon dossier dans l'établissement. Lorsque je vais déposer un dossier, les données تاعي, les données personnelles, نحطهم في هذا l'organisme. Donc, ils vont l'utiliser par exemple pour faire le tri dans ceux qui vont participer à un concours, voilà. Mais normalement, le document, si vous n'êtes pas retenu par exemple, normalement, le document doit être détruit ou bien doit être protégé et conservé avec un moyen de protection énorme. Nous, par exemple, on voit on dépose les dossiers, les dossiers ils vont être utilisés à d'autres fins. Ils vont détourner les dossiers pour les utiliser d'une autre manière. C'est sanctionnable, c'est ce qu'on appelle un détournement. Et donc, il y en aura des sanctions pénales. Donc, on peut attaquer l'organisme-là pour diffusion de données personnelles. Le deuxième principe, c'est le principe de la pertinence. Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif peuvent être collectées. C'est le principe de minimisation de collecte. Le responsable du traitement ne doit pas collecter plus de données que ce dont il a besoin vraiment. Il doit également faire attention au caractère sensible de certaines données. Des fois, on voit, on nous demande, par exemple, pour déposer un dossier, il y a beaucoup de détails. On nous demande, par exemple, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes divorcé. Voilà. Ce sont des détails c'est-à-dire qu'ils ne les intéressent pas normalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces détails? Alors, je vous donne par exemple mon CV, mon diplôme, d'autres détails intimes. Vous n'avez pas le droit de. Des fois, des gens, surtout qui sont placés pour la collecte des données, tellement qu'ils sont curieux, tellement qu'ils sont trop curieux, ils vont vous demander beaucoup de choses, beaucoup de données. Alors, surtout pour ceux qui, par exemple, ils ne sont pas connaisseurs du domaine, ou ils sont nouveaux, il lui pose la question, il répond, même lorsqu'il s'agit de données personnelles. Mais non, il y a des limites à cela. Vous avez, donc, on se limite. Par exemple, c'est un concours, il y a le dossier avec le dossier qui est mentionné l'annonce, par exemple. Autre information ou bien autre papier, voilà, ils n'ont pas le droit de vous demander. Donc, essayez d'être vigilant, surtout la collecte de données personnelles. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Il faut demander des questions, il ne faut pas avoir peur ou il faut pas être timide aussi pour demander des informations. Parce qu'il y a des gens
comment on l'appelle, عندهم un excès de zèle, ils vont utiliser le pouvoir pour tirer le maximum d'informations sur la personne. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, madame. Hamid. D'accord, Nassim. Donc, il nous reste juste 2 minutes. On va les principes. Donc, le principe de la conservation, une fois qu'on a utilisé les données, ils doivent être, il n'y a plus lieu de les conserver, elles doivent être supprimées. Donc, il n'y a pas lieu de garder les dossiers, on n'a plus besoin, donc il faut les supprimer. Donc, c'est ça le principe de conservation. Ensuite, il y a le principe des droits. Des données concernant les personnes peuvent être collectées à la condition essentielle qu'elle ait été informée de cette opération. Comment dirais ces personnes disposent également de certains droits qu'elles peuvent exercer auprès de l'organisme qui détient ces données, un droit d'accéder à ces données, un droit, par exemple, vous avez présenté les données comme personnelles, il se peut qu'après il y a eu des modifications ou il y a eu des rectifications, donc c'est votre propre droit, vous pouvez consulter l'organisme ou vous pouvez rectifier les données que vous avez déposées auparavant. Le dernier principe de la sécurité, donc le responsable du traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données et la confidentialité. Donc, c'est très important pour, bien sûr, lorsqu'il s'agit de données personnelles. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Il nous reste une seule séance la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me les poser. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est clair. Saha. Merci d'avoir participé. Saha. Donc, juste, Nassim, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez rester juste pour ce qui concerne. Est-ce que vous m'écoutez, Nassim? Allez. Madame, Oui, Bakir. madame, s'il vous plaît, ce qui concerne l'interrogation des Rolex, c'est pour quand? On est fait l'éthique. Je sais, mais Puisque vous allez. Comment? Pour l'éthique hydraulique. Et on va en parler demain. On va en parler demain. Demain, on a 3 heures, donc on va en parler demain. Alors, juste, Nassim, c'est à propos du CP, voilà. Parce qu'on doit faire un CP. Comment? À quelle heure? Oui, parce que la même chose, là, je dois faire le CP, mais à la belle, on a cours de 9 heures jusqu'à midi demain. Est-ce que je. Qui fait? L'après-midi, est-ce que أنت تكون à quelle heure تكون ثم à l'université? معليش donc vous m'écrivez Nassim si pour confirmer l'heure parce que après-midi bien sûr parce qu'on a le cours de 9 heures à midi donc ça sera après-midi. D'accord. صحة merci يعطيكم الصحة. À demain Inch'Allah.